Alors, bonjour tout le monde. Il paraît qu'on n'entend pas les écologistes en ce moment sur le climat, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur l'énergie. Alors voilà, j'ai souvent envie de dire, écoutez-nous. Et donc aujourd'hui, merci à vous d'être venus nous écouter sur ces sujets. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui intéresse les Français dans leur quotidien, c'est l'énergie. Et on est vraiment au cœur de l'actualité, parce que j'ai entendu trois choses à la radio ce matin. La première, c'est que l'OPEP va peut-être diminuer sa production de pétrole et que ça ferait augmenter les prix. Ça montre bien qu'il faut agir d'urgence et que c'est bien l'absence d'écologie qui est punitive. La deuxième, c'est que les fournisseurs d'énergie vont pouvoir arrêter les chauffe-eau des ménages, nos chauffe-eau des ménages à distance grâce au compteur Linky. Donc, super, on est sauvés. Et la troisième, c'est que le gouvernement va demander aux fournisseurs d'énergie de modérer leurs tarifs pour les PME. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la dissymétrie. D'un côté, on va pouvoir contraindre les ménages et même arrêter directement leur chauffe-eau le matin pour faire des économies d'énergie. De l'autre côté, on va demander, s'il vous plaît, les fournisseurs d'énergie, est-ce que vous pouvez modérer vos tarifs? Ça montre bien qu'on n'a pas la même façon d'aborder les choses, nous, que ce gouvernement libéral. Pour eux, les solutions, c'est la responsabilité individuelle. Pour nous, les solutions, elles sont collectives. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que je milite dans un parti politique. C'est la société qu'il faut organiser. C'est pas les gens qu'il faut culpabiliser. Le gouvernement demande aux petits de se serrer la ceinture. Pour nous, ce sont les riches et les grandes entreprises qui doivent faire des efforts. Et ça me rappelle d'ailleurs l'histoire de l'eau cet été, où on demandait aux agriculteurs de ne plus arroser leurs champs, aux gens de prendre des douches plutôt que des bains, c'est très bien. Et pendant ce temps-là, on arrosait les golfs. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à trois problèmes. Le premier, c'est qu'il y a 12 millions de Français qui sont en précarité énergétique. Ça, c'était déjà en 2021. Alors vous imaginez avec l'augmentation des prix. C'est-à-dire des Français qui n'arrivent plus à payer leur chauffage. Alors le gouvernement découvre que le pull au vert, il le découvre aujourd'hui. Mais en réalité, ça fait des années que les Français superposent des pulls pour passer les hivers dans les passoires énergétiques où on les contraint d'habiter. Notre dépendance aux énergies fossiles, ça c'est le deuxième problème, parce que les gouvernements successifs n'ont pas investi suffisamment, on y reviendra. Et le troisième problème, c'est le dérèglement climatique qui aggrave nos besoins en énergie, alors qu'on a besoin de les diminuer justement pour atténuer ce dérèglement climatique, c'est la sobriété. Donc je le dis encore, c'est bien l'absence d'écologie qui est punitive. Le pire, c'est pas seulement qu'on n'a pas assez fait pendant des années, c'est qu'on continue alors que la crise est encore là. J'ai entendu ma camarade députée Sabrina Sebaï fustiger le gouvernement hier qui nous a un défilé de mode. Et on a envie de leur dire, arrêtez de faire les guignols et prenez des mesures sérieuses et structurelles. Parce que l'histoire, c'est pas seulement comment on va passer l'hiver là, mais comment on va passer les décennies à venir. Et comme on est des gens sérieux, on va pas se contenter de se plaindre que le gouvernement fait pas ce qu'il faut, on va proposer. Parce que même quand on est dans l'opposition, alors on n'est pas partout dans l'opposition, mais même quand on est dans l'opposition, on est une opposition constructive. Alors, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur un plan de sobriété juste. Parce qu'on a toujours dit que la justice climatique et la justice sociale, ça va ensemble. On marche sur deux pieds. Un plan de sobriété juste qu'on va vous proposer aujourd'hui, parce qu'en plus demain, le gouvernement doit faire des annonces. Et donc voilà, ce sont les mesures qu'on a envie de lui proposer. Notre plan, il n'est pas forcément complet, mais voilà ce qu'on aimerait trouver dans les mesures du gouvernement demain. Alors la sobriété, ça ne se joue pas qu'au niveau national, ça se joue à tous les niveaux, et ça tombe bien parce que nous on a des élus à tous les niveaux. On a des maires qui gouvernent, des villes, des agglos, on a des élus dans les régions et les départements, on a des députés et des sénateurs, et on a des députés européens. C'est à tous ces niveaux-là qu'il faut mettre en œuvre des mesures de sobriété justes. Et puis, à Europe Écologie Les Verts, on a des commissions thématiques qui font un travail formidable, remarquable, et notamment la commission énergétique. Et toutes les commissions ont travaillé ensemble avec nos élus pour proposer ce plan. Parce que c'est vraiment collectivement qu'on peut trouver des solutions.
Donc je vais vous les laisser dévoiler les mesures proposées par ce plan. Et donc sont à côté de moi et vont prendre la parole Charlotte Soulary qui a coordonné le projet parce qu'elle était en charge des commissions. François Thiollet qui est notre responsable du projet. Julie Laernous de l'Assemblée nationale, députée. Daniel Breillet au Sénat, est essentiel pour faire le lien avec les collectivités. Et puis Marie Toussaint qui est députée européenne et qui va intervenir à distance parce qu'ils sont en pleine session et donc elle ne pouvait pas être avec nous en physique aujourd'hui. Donc je passe tout de suite la parole à Charlotte. Merci. Alors, comme l'a dit Jérémy Crépet, qui je crois ne s'est même pas présenté, secrétaire national adjoint de Europe Écologie Les Verts. Toute la difficulté du moment, c'est comment est-ce qu'on définit la sobriété. Pour nous, la sobriété, c'est chasser le superflu pour garder l'essentiel et le faire de façon juste. C'est difficile puisque les retards qui ont été pris pour engager la France sur les règles de la transition énergétique et l'absence d'anticipation du gouvernement nous mettent dans une situation aujourd'hui où l'enjeu, c'est passer l'hiver, permettre à toutes les personnes qui sont déjà en précarité énergétique de se chauffer, tout en réduisant notre consommation énergétique. Nous, ce que nous disons aussi, c'est que en même temps qu'il faut faire ça, il faut engager la transition parce qu'on ne peut plus attendre. Les mesures qui sont à prendre d'urgence pour passer l'hiver, c'est en réalité les mêmes que celles qui doivent nous permettre de préserver une planète vivable et de faire durablement baisser les prix de l'énergie, qu'on arrête de croire que c'est une crise de très court terme. Enfin, la réalité, c'est que là, on est parti sur probablement plusieurs années et notre dépendance, il faut la réduire dès maintenant. Donc pour ça, la philosophie des écologistes sur la sobriété juste, c'est réduire et partager. Je vais commencer par vous présenter les quelques mesures que nous proposons pour partager. Et je passerai ensuite la parole à François Thiollet qui vous détaillera la partie réduire. Partager, c'est garantir l'accès abordable à l'énergie pour les ménages et les services publics, avec des principes clés qui doivent être au cœur d'un plan de sobriété, et on espère entendre ça demain dans les annonces de la Première ministre. Le premier principe, c'est que chaque mesure prise doit contribuer à réduire la précarité et à nous amener vers un modèle social plus juste. Le deuxième, c'est que chacune et chacun ait accès à une énergie abordable. C'est évidemment le principe qui est mis en œuvre avec le bouclier énergétique, sauf que le bouclier énergétique, il masque des inégalités immenses face à la consommation énergétique et il ne nous amène pas vers aujourd'hui plus de justice sociale. Et par ailleurs, on sait que cette crise, elle révèle des injustices qui sont profondément ancrées dans la société française et il ne s'agit pas seulement sur là les quelques mesures d'urgence de les gommer, mais de transformer à l'occasion notre système et notamment notre système social. Donc tout d'abord, on a proposé un certain nombre de mesures pour protéger les ménages les plus précaires, notamment évidemment en maintenant le bouclier tarifaire, mais en l'accompagnant d'un fort soutien aux plus précaires. On demande un rehaussement du chèque énergie à 1 000 €. Ça doit s'accompagner d'une interdiction généralisée des coupures d'électricité pour impayés et non pas d'un report de quelques mois comme il est actuellement proposé, ainsi que d'une intégration des copropriétés en chauffage électrique collectif dans le bouclier tarifaire. Ça signifie aussi trouver des solutions pour inclure les bailleurs sociaux dans le bouclier tarifaire en tenant notamment compte des parties communes donc qui sont à l'électricité, alors qu'aujourd'hui déjà le gouvernement avait mis plusieurs mois pour inclure les achats de gaz, mais dans le bouclier pour les bailleurs sociaux. Et c'est vraiment un problème aujourd'hui pour de nombreuses familles qui sont logées dans le parc social, et revaloriser le forfait charge des APL. Tout ça, c'est des choses de court terme qui ne doivent pas nous faire l'économie d'une réflexion sur la tarification progressive de l'énergie que nous défendons depuis très longtemps
qui doit aussi, une tarification progressive, qui doit aussi pénaliser les mésusages et les gaspillages. Le deuxième pan, c'est d'assurer la continuité des services publics. On a vu à quel point l'inflation est en train de grignoter les budgets des établissements de santé. On a vu la difficulté aujourd'hui pour les universités pour passer l'hiver. À court terme, on sait que c'est un sous-investissement public et pas uniquement une forte augmentation des coûts de l'énergie qui mettent en danger ces services publics critiques, mais c'est aussi l'application de la logique de rentabilité économique depuis des décennies. Évidemment, la crise sanitaire est passée également par là. Donc ces services publics essentiels, il faut les soutenir au plus vite et réengager l'État. Et nous soutenons là-dessus toute proposition qui permettra à la fois, notamment pour les hôpitaux et les universités, de garantir la continuité de services publics pendant cet hiver et d'engager les réformes nécessaires pour que ces services en fait, aient les moyens d'être garantis et de bonne qualité pour toutes et tous. Le troisième point sur cette partie-là, c'est le soutien aux collectivités territoriales. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce que Daniel Bruyère reviendra dessus de façon plus détaillée, mais c'est un élément essentiel. Et enfin sur donc, le financement. Le financement de toutes ces mesures. Vous le savez, nous défendons une taxation des surprofits avec beaucoup d'organisations et de partis qui l'expriment depuis plusieurs mois maintenant. Cette taxation, elle doit entraver les profiteurs de crise qui font des profits sur le dos de l'immense majorité de la population. C'est pas le cas uniquement en France, c'est le cas dans toute l'Union européenne. Cette taxe, elle doit être mise en place au niveau européen. Les revenus doivent être affectés à celles et ceux qui souffrent le plus de cette crise. Ce que nous proposons, en revanche, c'est de penser autrement ce qu'on appelle un surprofit. Il faut d'une part taxer les profits habituels. Là, on parle de profits exceptionnels qui, à ce titre-là, doivent être taxés de façon beaucoup plus importante. C'est pour ça que nous proposons de taxer la différence donc entre les bénéfices moyens des 5 années précédentes et ceux de l'année fiscale 2022 à hauteur de 50%. Par ailleurs, cette taxe, pour qu'elle soit efficace, c'est pas uniquement pendant 3 mois qu'elle doit fonctionner. On sait que les prix de l'énergie, ils ont augmenté déjà depuis plusieurs mois maintenant, et qu'ils ne vont pas s'arrêter au 31 mars, comme la date est évoquée. Donc nous proposons que cette taxation des surprofits, elle aille jusque 2025 au minimum, et que la taxation française, elle intervienne avant le 31 décembre, qui est, si la contribution est mise en place au niveau européen, qui est la date de démarrage. Et puis enfin, tout ce débat sur la taxe sur les surprofits ne doit pas nous faire oublier l'ensemble des réformes qui sont nécessaires pour une fiscalité plus juste. Et vous savez que nous avons défendu ces dernières années un certain nombre de mesures pour ça, une fiscalité juste qui soutient la transition écologique. Et en particulier, nous pensons qu'il est vraiment urgent maintenant de mettre en place un ISF climatique, comme nous l'avons défendu beaucoup pendant la campagne présidentielle. C'est la proposition que nous avions faite pendant la campagne présidentielle d'un ISF climatique avec un bonus-malus selon l'impact des actifs financiers immobiliers sur le climat. Nous avons estimé qu'elle rapportera au moins 15 milliards d'euros. C'est le moment de mettre en place cette taxe. Voilà, je m'arrête là, je passe la parole à François Thuot. Merci Charlotte. Alors moi je vais vous présenter la partie réduire et je vais commencer puisque Marie en fait doit reprendre rapidement son intervention dans sa session. Je vais d'abord commencer par réduire mon temps de parole. Alors réduire, c'est réduire pas les impôts. Daniel en parlera tout à l'heure, mais a priori dans les annonces qui sont faites par le gouvernement, ce qu'on sait surtout c'est que l'objectif envisagé c'est de réduire les impôts, et plutôt les impôts des collectivités. Réduire, c'est remettre en question notre mode de vie occidental, qui, on le sait, est une des raisons en fait du problème des inégalités climatiques dans ce monde. Et donc ça veut dire changer nos comportements. Il y a des choses qu'on va réduire volontairement, il y a des choses qu'on va être obligé de réduire par la contrainte. Dans ce qu'on peut réduire volontairement, et ce qu'on peut réduire tout de suite, on peut réduire la température. La question des 19 degrés dans les bâtiments, de façon réglementaire, réduire la vitesse sur les routes, sur les autoroutes, sur les voies rapides,
Réduire aussi les écrans, réduire la publicité. Ça aussi, ce sont des mesures que le gouvernement peut annoncer et mettre en place très rapidement et qui ont un impact énergétique direct. Réduire l'éclairage avec les collectivités, ça se fait déjà dans plein d'endroits. Il y a plein de collectivités aujourd'hui qui sont obligées de le faire par la contrainte, mais en réalité, c'est une vraie solution pour réduire la dépendance énergétique. Par la contrainte, ça va être aussi la réduction de l'activité industrielle. Il y a des industries, il y a des entreprises qui vont être obligées de réduire leurs activités du fait des contraintes énergétiques. Ces entreprises doivent être accompagnées par des mesures d'aide à la réduction de l'activité, par des mesures de soutien au chômage partiel. Réduire, c'est aussi réduire à moyen terme et à plus long terme, globalement, notre dépendance aux hydrocarbures et aux énergies fossiles. C'est donc décarboner l'industrie. Donc on a aussi beaucoup de propositions qu'on reprend, qui sont des propositions anciennes pour aider à décarboner l'industrie. Décarboner la consommation d'engrais, décarboner et réduire la consommation de pesticides, réduire en général notre modèle agricole, notre consommation de viande. C'est des éléments qu'on doit pouvoir mettre en place à moyen terme. Et ça se fait pas simplement par des incitations, ça se fait aussi par une volonté politique qui est soutenue au niveau national dans la manière de taxer tel ou tel produit, dans la manière d'inciter tel ou tel type de consommation. Enfin, réduire, c'est réduire la dépendance énergétique, la dépendance au carbone pour mieux vivre. Mieux vivre dans son logement en supprimant les passoires thermiques et en aidant à la rénovation. Tout à l'heure, c'est Julie qui en parlera, parce que c'est un point extrêmement important dans les choses qu'on peut faire et qu'on peut faire dès maintenant avec le soutien des pouvoirs publics. C'est aussi mieux se déplacer en soutenant des modes de déplacement qui sont plutôt des modes doux et écologiques. Réduire à 5,5% la TVA sur les transports publics, c'est une mesure simple et rapide à mettre en place. C'est rénover massivement les infrastructures des transports publics et c'est mettre en place un forfait mobilité durable pour se déplacer en vélo, en covoiturage. Ça doit concerner évidemment les zones urbaines, mais aussi les zones rurales qui vont être très impactées par cette question de dépendance énergétique. Voilà, j'ai fait court. Et donc, on va donner la parole en priorité à Marie, si c'est possible. Super, et bonjour à toutes et à tous. Merci à François et Charlotte qui ont bien passé en revue les propositions qui sont celles des écologistes pour ce plan de sobriété. Alors, pour revenir effectivement sur les enjeux, notamment les enjeux économiques et industriels, il faut quand même dire que la question de la sobriété juste est vraiment l'enjeu de notre siècle. Et que nous avons une attention particulière à porter en tant qu'écologistes sur la question de la réconciliation du court et du long terme. Parce que dans la réalité, les solutions qui sont les nôtres, que nous mettons sur la table aujourd'hui pour passer cet hiver et l'hiver prochain qui sont éminemment difficiles, sont en réalité également des solutions de long terme et de protection du climat, de lutte contre le dérèglement climatique et des violences créées par ce réchauffement climatique, à la fois sur les territoires, sur les infrastructures, évidemment sur les personnes et sur les écosystèmes. Il faut faire attention à ne pas répéter ce qui a été fait en 1973 lors du choc pétrolier, parce que à cette époque, des mesures relativement ambitieuses, il faut dire et volontaristes, avaient été prises pour réduire la consommation. Celles-ci, elles vont partir de plus belle, notamment la consommation d'énergie fossile, qui n'a jamais été aussi élevée aujourd'hui à travers le monde, malgré ces déjà alertes sur la question de la nécessaire sobriété en ce qui concerne la consommation énergétique, mais au-delà. Et il faut bien comprendre aussi qu'il n'y aura jamais de retour à la normale. La hausse des prix actuels sera durable et elle s'amplifiera même si nous ne tenons pas compte enfin de la finitude de la planète et si nous n'adaptons pas nos modes de production, de consommation, mais aussi de commerce à la finitude des ressources et aux problématiques, notamment par exemple au virus, si on parle de la crise récente du Covid, qui circule autour de la planète. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est véritablement celle de changer à la fois nos habitudes, et en ce sens, c'est une bonne chose, car tout le monde peut agir à sa hauteur, à l'effort collectif pour réduire sa consommation. Mais aussi et surtout, la question qui se pose, c'est celle de la transformation de notre modèle économique. Et il faut bien comprendre que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature, et que nous ne pouvons plus laisser perdurer un modèle de consommation, un modèle capitaliste, mais aussi productiviste, qui conduit à la violation du droit à l'énergie, mais derrière,
à l'aggravation des inégalités et des injustices sociales, et qu'il nous faut absolument reprendre en main cette économie pour la remettre au service et dans le cadre des limites planétaires. Et donc la question, elle se pose évidemment pour le secteur de l'énergie lui-même. On doit changer nos manières de produire de l'énergie avec, pour les écologistes, bien évidemment, une priorité sur les énergies renouvelables. Et nous avons, depuis le Parlement européen d'ailleurs, publié une étude il y a de ça quelques semaines qui montre que atteindre le 100% renouvelable en 2040 est non seulement possible, mais aussi tout à fait viable économiquement et qui plus est créateur d'emplois. Et donc, il nous faut agir dans cette direction. Cela nécessite évidemment des investissements qui sont des investissements considérables et qui, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, nécessitent de tourner le dos à cette règle très dogmatique et idéologique du déficit de 3% pour se poser la question véritablement de la soutenabilité de la dette et de savoir quelle économie nous voulons créer plutôt que de se poser la question uniquement de manière quantitative, mais d'aller regarder du côté du qualitatif. La question de la transformation, elle se pose bien évidemment pour le bâtiment. Je crois que Lubin, la RNOS, approfondira cette question après moi. Pour l'agriculture et les engrais, François en a parlé. Il faut se poser la question, à l'heure aujourd'hui où les entreprises de Yara, par exemple, sont en difficulté du fait de la hausse des prix de l'énergie, où le gouvernement a jusqu'à présent non seulement refusé d'agir pour le climat, mais aussi refusé d'agir pour la biodiversité, et notamment refusé de mettre en place un plan de sortie des engrais azotés, eh bien, se saisir de ce moment de crise pour se poser la question de la durabilité de cette activité éminemment consommatrice de gaz, mais qui impacte aussi beaucoup les sols, notre santé et notre capacité de produire à long terme de l'alimentation. Et puis, il y a une question qui se pose pour l'industrie. Et sur la question de l'industrie, on a quelque part des mesures qui reposent encore et toujours avec ce gouvernement sur les incitations. Et donc notamment un plan qui a été déployé cette année d'un peu plus de 6 milliards d'euros pour inciter les entreprises, notamment les start-up, donc pas les entreprises qui travaillent depuis longtemps, mais les start-up, à se décarboner, à inventer des processus décarbonés de production. Ces fonds sont censés être consacrés aux start-up, mais nous le soulignons d'ailleurs dans le livret que vous avez reçu, une grande partie, un tiers de cette enveloppe a été dévolue à ArcelorMittal, qui est l'une des entreprises les plus riches du monde et aussi l'une des entreprises les plus pollueuses du monde, et parmi celles qui savaient que leurs activités menaient à un dérèglement climatique et menaient notamment à un dérèglement climatique causé par la consommation intense d'énergie fossile. On retombe donc sur nos pattes et on est là dans l'exact inverse du principe pollueur-payeur qui doit nous amener à accompagner celles et ceux qui veulent se transformer, mais plutôt à demander des réparations aux entreprises et aux industries qui refusent de se transformer et qui ont agi en toute connaissance de cause des impacts de leurs actions. On est plutôt à l'inverse avec la politique du gouvernement dans un appui à ces entreprises qui détruisent notre planète, qui nous mettent en situation de dépendance économique avec un chantage sur l'emploi. Et je crois que c'est important et c'est pour ça que tout ce que vous a raconté Charlotte tout à l'heure sur la nécessité de la solidarité et de la justice sociale, d'avoir en tête cette justice sociale de manière extrêmement importante quand on adresse cette question du modèle économique et industriel. Je vous prends un autre exemple. Aujourd'hui, en Europe, 64% du gaz, 64, utilisé par l'industrie est aisément remplaçable par des technologies matures en matière d'énergie renouvelable, ainsi par exemple que les pompes à chaleur, mais pas que. Or, aucune contrainte n'est imposée aux entreprises, ni en France ni en Europe, pour sortir de cette consommation de gaz dont nous pourrions nous passer, ainsi rendre le gaz disponible pour les consommations des ménages, en baisser le prix évidemment et se donner les moyens de préparer la sortie du gaz qui est absolument nécessaire à l'horizon 2035. Nous avons à peine plus de 10 ans pour engager cette transformation. Et donc, encore une fois, la question de l'activation du chômage partiel, du mécanisme chaud au niveau européen, la question de la démocratie en entreprise sur tous ces plans de sobriété, la question aussi de l'animation des territoires, parce qu'on ne peut pas laisser des personnes sans emploi, comme le gouvernement l'a fait à Fessenheim d'ailleurs, sans rien prévoir véritablement, ni pour le territoire,
ni pour les salariés qui ont pâti d'une transformation qu'il faudrait absolument préparer. Eh bien, nous, écologistes, ce que nous proposons, c'est effectivement une transformation quelque part, quoi qu'il en coûte, comme nous l'avons fait pendant le Covid, parce que la crise que nous traversons et qui va perdurer avec le dérèglement climatique mérite ce quoi qu'il en coûte, mais tout cela avec cet impératif et cette boussole absolue de la justice sociale. Il y a beaucoup de travail, mais nous pouvons l'engager. Et je m'excuse aussi par avance, je ne sais pas comment vous voulez les animateurs prendre les questions, mais nous votons à midi, donc je dois partir à 45 sur les prix de l'énergie au niveau du Parlement européen, un sujet qui est éminemment lié aux questions que nous abordons aujourd'hui. Et je tiens d'ailleurs à cet égard à redire le soutien des écologistes au dispositif de taxation des super-profits, ainsi que Charlotte l'a énoncé, mais aussi notre opposition à la construction de toute nouvelle infrastructure d'énergie fossile qui nous enfermerait dans le long terme, alors même que les centres de stockage de gaz en France, mais aussi au niveau de l'Union européenne, sont pleins, et d'appeler à éviter la panique sur le gaz, parce que si les efforts sont fournis, notamment au niveau de l'industrie et de l'agriculture, pour réduire notre consommation de gaz, alors normalement nous devrions passer l'hiver sans trop de problématiques. Donc la sobriété, réduire et partager, c'est absolument indispensable. Merci Marie. Je suis nouvellement élue députée dans le groupe des 23 députés écologistes à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ça marche. Ok. Nous avons, dès, j'ai envie de dire, la loi pouvoir d'achat, mis sur la table un certain nombre de propositions qui, aujourd'hui, on essaye de les concrétiser, notamment à travers les différents textes qui sont présentés à l'Assemblée nationale. On est à un moment assez clé où on a passé un été avec l'effet du réchauffement climatique ressenti absolument partout et par toutes les Françaises et les Français, et pour la première fois, une vraie interrogation sur la sécurité d'approvisionnement énergétique de notre pays, avec des réelles craintes qui ont été proférées. Alors bien sûr, il y a le conflit en Ukraine sur le gaz, mais ce qui interroge en tout cas la sécurité d'approvisionnement énergétique de notre pays, c'est surtout la défaillance du parc industriel nucléaire, puisqu'on voit que plus de la moitié du parc nucléaire, des réacteurs sont à l'arrêt, avec des imprévus assez gros comme la corrosion sous contrainte et des scénarios d'EDF qui se veulent rassurants. Pour autant, rien n'est anticipé et on voit à coup de communication qu'on veut accélérer le développement des énergies nucléaires sans rien dire sur la possibilité de prolonger les centrales actuelles sur un parc vieillissant, de régler les problèmes de corrosion sous contrainte et surtout d'anticiper sur la sécheresse, puisqu'on a besoin aussi de cours d'eau pour rafraîchir les unités de centrales nucléaires. On voit là aussi le retard, puisque la France est le seul pays qui a officiellement pas tenu ses engagements en termes de production d'énergie renouvelable, et donc on voit bien là l'impasse dans laquelle on est. Par ailleurs, avec le coût de l'inflation, on voit le prix de l'énergie, et l'énergie est un bien commun, exploser, avec 12 millions de personnes qui étaient déjà en précarité énergétique, c'est-à-dire ils n'arrivaient pas à se chauffer à une température normale l'hiver dernier. Et on voit là, avec la hausse extrême des prix de l'énergie, que cette précarité énergétique va en réalité exploser dans les années à venir. Ce qui tombe bien, c'est qu'on a des solutions et que ça fait un paquet d'années qu'on a mis aussi à l'épreuve ces solutions. Avant d'être élue députée, j'étais vice-présidente de Nantes Métropole, en charge notamment de l'énergie. Et on voit bien que le premier levier de transition énergétique, c'est bien de diminuer de manière drastique nos consommations énergétiques, notamment dans le bâtiment. Ce qui tombe bien aussi, c'est que avoir un plan Marshall et une innovation, un investissement massif dans le bâtiment, on voit bien que ça a deux effets. D'une part, ça va faire baisser drastiquement les factures énergétiques, et donc avec une attention plus particulière sur les bailleurs sociaux, on a directement la main. Il suffit là pour le coup de prévoir de l'ingénierie pour faire et de l'argent pour pouvoir avoir ces investissements de manière très concrète et très rapide. Il suffit de le programmer. Et puis, on a aussi un certain nombre de leviers. C'est augmenter les enveloppes, notamment faire le bilan de la prime rénov' qui est un échec, il faut se dire les choses. C'est-à-dire que la trajectoire
la trajectoire de la SNBC n'est pas tenue du tout en termes de nombre de logements rénovés. On ne tient pas du tout les objectifs, ni de manière quantitative, ni de manière qualitative. C'est-à-dire il y avait eu un espèce de mouvement du gouvernement pour essayer de privatiser la rénovation énergétique et thermique des logements en disant que c'est un seul acte. Or, on sait que quand on rénove nos logements, en général, soit on le fait de manière approfondie avec un audit indépendant pour savoir quels travaux il faut faire, et on fait ces travaux de manière aidée et accompagnée, parce que quand on change uniquement les fenêtres, c'est très bien, ou uniquement la chaudière, ça peut être très bien aussi, mais on ne revient souvent pas sur des travaux qu'on a déjà entamés. Or, pour les gains énergétiques dont nous avons besoin, pour les factures, mais aussi pour le climat, on a besoin d'avoir des rénovations complètes, et c'est pour ça qu'il faut en profondeur réformer le mécanisme de financement de la rénovation énergétique thermique, mais aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire que dans les collectivités territoriales, par exemple, pour accompagner les copropriétés, on sait qu'il y a plein de copropriétés qui ont été justement construites après le choc pétrolier, où on avait lancé le nucléaire, et donc on avait une énergie peu chère, on n'avait aucune réglementation thermique. Aujourd'hui, ces copropriétaires se retrouvent dans des passoires énergétiques, et pour avoir l'accord de l'ensemble des copropriétaires, eh ben, on a un levier qui est assez fondamental. C'est aussi comme ça qu'on a travaillé concrètement dans nos territoires, qu'on était en charge de ces politiques publiques-là, et ça fait un levier, mais pour ça il faut de l'animation des hommes et des femmes dans nos villes, dans nos territoires, qui accompagnent les gens à la rénovation pour avoir des rénovations performantes, efficaces, qui vont les protéger pour l'avenir, non seulement sur les factures, mais aussi sur les vagues de chaleur, parce que quand on isole nos logements, on réduit nos factures en hiver, mais on se protège aussi des vagues de chaleur en été. Le dernier élément que je voulais rappeler, c'est la question de la filière économique de la rénovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous faut des investissements massifs, il nous faut un vrai service public de l'énergie, de la rénovation, c'est une priorité absolue. On peut réduire de 50% nos consommations d'énergie, et quand vous prenez les scénarios d'RTE, c'est ces politiques publiques-là qui protégeront et qui donneront une réelle souveraineté énergétique à notre pays, plutôt que d'investir dans des énergies du passé. Mais pour ça, il faut réellement investir dans des hommes et des femmes, dans chacun de nos territoires, dans une réelle filière économique de la rénovation. C'est ça qui nous manque aussi en France, c'est-à-dire que d'une part, il faut avoir de manière structurelle les investissements qu'on va mettre sur la rénovation énergétique et thermique pour donner aussi un signal pour la formation, pour la création d'entreprises et de filières, parce qu'on manque d'artisans aussi dans nos territoires. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'ai proposé un amendement au projet de loi de financement sur les 3 ans à venir, pour que la France ait une véritable planification écologique, et qu'avec toutes les parties prenantes, les collectivités territoriales, les citoyens, mais aussi tout le secteur des entreprises, on travaille, on donne ce signal et on organise, on se met en ordre de marche pour réussir le défi d'une transition juste et qui va rapporter et de l'activité économique dans nos territoires, mais surtout diminuer notre facture énergétique pour le climat et pour nos porte-monnaies. Merci, bonjour. Donc Daniel Breuiller, sénateur du Val-de-Marne, récent. Je suis une conséquence des bons résultats électoraux de la NUPES et des écologistes aux élections législatives, puisque j'étais suivant de liste de Sophie Taillé-Polian, et je suis donc devenu sénateur au mois de juillet dernier, vice-président de la commission des finances. Un mot pour enchaîner avec ce que vient de dire très justement Julie, plutôt 3 chiffres. 40 milliards, c'est à peu près le montant des boucliers énergétiques qui sont mis dans le PLF. 2,5 milliards, c'est le montant qui est consacré à la rénovation thermique du bâti à travers MaPrimeRénov'. Et quand on dit qu'on veut marier le court terme et le long terme, on voit bien que les ordres de grandeur ne peuvent pas être à ce point écartés, qu'il faudrait plutôt investir d'abord dans ce qui évite la dépense énergétique plutôt que dans la compensation du coût de la dépense énergétique. Et 3e chiffre, 1,5 milliard, c'est le fonds vert qu'a annoncé notre première ministre, Elisabeth Borne, en direction des collectivités. Lesquelles collectivités, dans le même projet de loi de finances, vont se voir privées d'une recette fiscale propre, qui est la CVAE, la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises, et qui vont se voir inciter ou contraindre plutôt d'ailleurs, à des contrats qu'on n'appelle plus contrats de Cahors, mais qui sont des contrats qui visent à diminuer leur capacité à agir. Nous sommes écologiques et nous sommes écologistes
oui, écologique aussi d'ailleurs, et nous sommes persuadés que la République décentralisée est la condition de la réussite de la transition écologique. Les initiatives citoyennes, celles des villes, celles des intercommunalités, celles des départements et des régions, sont celles qui ont la plus grande efficacité dans cette transition. Contraindre les moyens des collectivités, comme le fait le gouvernement, avec un entêtement d'ailleurs assez étonnant, parce que tiennent en ce moment toutes les assemblées générales de maires en France, département par département, et je peux vous dire que la colère gronde, y compris d'ailleurs chez des élus qui peuvent par ailleurs soutenir cette majorité gouvernementale. La colère gronde parce que la hausse du point d'indice, qui était bienvenue, pèse sur le budget des collectivités. La hausse de l'énergie entraîne des surcoûts considérables. Dans ma petite commune d'Arcueil, c'est 2 millions, mais on peut vous donner des chiffres, c'est souvent 4, 5, 6 millions. J'étais il y a quelques jours à l'Institut Gustave Roussy, je dis un mot sur les hôpitaux. 5 millions de surcoûts énergie. Mais on ne peut pas financer sur le budget de la sécurité sociale le surcoût énergie des hôpitaux. On ne peut même pas d'ailleurs demander aux hôpitaux de mettre les chambres à 19 quand vous avez des gens qui sont victimes, qui sont atteints par le cancer et ils ont besoin d'un autre confort. Et par ailleurs, on ne peut pas non plus demander de réduire l'énergie pour la radiothérapie ou pour les autres activités hospitalières. Et puis un mot aussi sur les universités qui sont souvent en France dans des locaux vétustes des années 70, non isolés, et qui ont des budgets très difficiles à équilibrer, à qui on va demander aussi des millions supplémentaires à investir dans le chauffage de leurs locaux. Alors, les collectivités territoriales doivent non seulement être priorisées, mais elles doivent bénéficier d'un fort appui de l'État pour être capable d'assumer la transition. Premièrement, les protéger de cette hausse de l'énergie. Il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les collectivités, on peut choisir plusieurs méthodes pour les protéger, mais en tous les cas, elles ne doivent pas avoir à assumer cette hausse inouïe du coût de l'énergie. Deuxième remarque, il faut renoncer à la suppression de la CVAE et redonner aux collectivités des marges d'autonomie fiscale qui leur permettent de choisir les voies qu'elles décideront pour accompagner cette transition. Et troisièmement, on doit, pour réussir la transition écologique, investir, et le fonds vert d'1,5 milliard devrait plutôt être, nous proposons ici, de 10 milliards. Moi j'avais dit à Bruno Le Maire, il faut le multiplier par 10. 10 milliards, c'est une incitation réelle pour commencer à permettre que les collectivités s'engagent dans la transition pour leurs propres bâtiments, mais aussi dans l'accompagnement. Julie le disait, c'est toujours des collectivités qui ont mis en place des ALEC, des dispositifs d'accompagnement à la rénovation énergétique. Donc, prendre les collectivités comme des... je vais vous dire ce que j'ai dit à Bruno Le Maire. Vous aimez beaucoup les entreprises et vous leur donnez beaucoup, et vous regardez les collectivités territoriales comme des emmerdeuses, et finalement vous cherchez à les contraindre. C'est exactement... Enfin, non, je ne dis pas qu'il ne faille pas aider les entreprises, mais vis-à-vis des collectivités, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut les soutenir et les accompagner. Elles seront un puissant moteur de la transition énergétique dans notre pays. Merci.